on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans la tête de, dans laquelle j'accueille Léo, ici présent, qui va nous parler du coup d'un sujet qui le touche et qui me paraît très important et qu'on n'a encore jamais abordé dans cette série de vidéos. D'ailleurs on me l'a beaucoup demandé. Donc avant toute chose, je te demande s'il te plaît de te présenter. Alors bonjour, moi je m'appelle Léo Gentobler, j'ai 22 ans, j'ai fait le collège avec Carolina, donc on se connaît depuis assez longtemps. Voilà. Et en ce moment je suis en train de faire des études et j'essaie de trouver un travail pour faire mes études en partiel à côté. Mais bon voilà, ça c'est un peu sur ma vie. Et j'aimerais surtout parler aujourd'hui de dépression et d'humeur dépressive. C'est quelque chose que j'ai dû combattre pendant plusieurs années. Ça m'a vraiment sapé la motivation de faire beaucoup de choses. J'ai même été dégoûté de pas mal de trucs dont j'étais passionné quand j'étais plus jeune. Et je pense que c'est une situation et des soucis qui touchent pas mal de gens, beaucoup de personnes aujourd'hui. J'ai déjà entendu ça de la part d'amis que j'ai fréquentés et je pense que ça va être encore plus présent sur des personnes qui passent leur journée à regarder des vidéos YouTube. Tu crois? Parce que c'est quelque chose que tu fais beaucoup quand tu vas pas bien? Bah justement, t'essaies de te distraire et d'échapper aux responsabilités en quelque sorte. Et voilà, c'est plus sympa de binge-watch 1 heure de YouTube que de se poser à son bureau et, je sais pas moi, faire écrire un peu sur soi ou essayer de faire un peu de travail en introspection personnelle. Donc, alors, on en a déjà un peu discuté parce que du coup on se connaît, mais pour les personnes qui savent rien de toi, est-ce que tu peux juste un peu retracer grosso modo qui es-tu et en fait à quel moment est-ce que c'est apparu dans ta vie, enfin comment tu as commencé à sentir qu'il y avait quelque chose qui changeait? Alors pour moi, après y avoir repensé assez longuement, je pense que je peux retracer ça à quelques événements dans ma vie. Alors plus jeune, moi j'ai fait beaucoup de natation à haut niveau et il y a notamment une compétition de natation que j'ai fait, c'était un championnat à Romans. Et c'était la première fois que je me sentais vraiment, c'est une des premières, on va dire, semences de la dépression qui s'est implémentée. Et c'était par rapport à une certaine course que je devais faire, que j'ai gagné, mais pas grâce à mon mérite, c'est parce que celui qui aurait dû gagner, celui qui a nagé plus vite, il a été disqualifié pour un faux départ. Et c'est vraiment la première fois que je me suis senti mal d'avoir réussi en quelque sorte. Parce que tu gagnais en fait par défaut? Oui, je gagnais par défaut et je ne sentais pas mériter. L'autre, il a fait une erreur technique et moi je me suis retrouvé à gagner alors qu'il m'avait battu à plat de couture lors de la course. Et c'est là où j'ai eu un peu cette première notion de vraiment avoir des... Faut pas simplement gagner, mais il faut que ce soit mérité en quelque sorte. Et c'est là aussi que j'ai commencé à avoir cette notion qui m'est restée depuis longtemps, c'est la peur de l'échec. À chaque fois que j'entreprends quelque chose, je suis de nature assez anxieuse de base, donc à chaque fois j'ai beaucoup de stress, j'ai du mal à gérer ça. Ça m'arrive justement d'avoir les fois les jambes qui fonctionnent plus avant la course parce que voilà, c'est beaucoup de pression et tu as envie de faire une belle performance, tu as envie vraiment de te donner et t'es pas sûr d'en être capable justement, et ça m'a beaucoup marqué durant mon parcours de sportif. Et après pour les 2 autres événements que je peux retracer, ça c'est un peu plus du personnel, ça n'a rien à voir avec mon côté, mon passé de sportif. L'autre événement que je pourrais dire, ce serait la première fois que j'ai avoué mes sentiments à une fille, vraiment. Et ça s'est pas hyper bien passé, pas du fait qu'elle m'a rejeté sur le coup, j'aurais même préféré ça, mais du fait qu'elle a accepté et bon, on n'est pas resté longtemps ensemble. Voilà, j'avais 14 ans à peine, voilà, ça peut rien dire à cet âge-là, mais bon, quand même c'est significatif. Mais ça marque, hein? Oui, voilà, ça fait mal. Voilà, exact, la douleur est toujours là. Et en fait, ce qui m'a fait surtout très mal, c'est après coup, j'ai appris de la part de ses amis, donc même pas d'elle, qu'en fait, voilà, elle a juste accepté par pitié, en fait, parce qu'elle voulait pas me faire du mal en quelque sorte. Elle préférait que voilà, ça passe sous le tapis comme ça. Ça fait du bien à l'estime. Hein. Voilà, exactement. Et ça c'est quelque chose qui me touche encore jusqu'à maintenant, parce que j'ai beaucoup de problèmes
Avec les femmes, ça j'ai remarqué. Dans mon entourage, que ce soit dans mes amis proches avec qui je sors souvent, où je fréquente, il n'y a vraiment pas beaucoup de filles. T'es souvent entouré de mecs? Voilà, exact. Et j'ai beaucoup de mal avec ça, j'ai beaucoup de mal à m'ouvrir par rapport à ça. Et ça m'a pris du temps à remarquer. C'est pas longtemps que j'ai remarqué que ça m'avait autant ferré que ça, cet événement. Et après, le dernier, c'était par rapport à la mort de mon grand-père. Bon, ça, j'ai pas trop envie de partager plus, mais pour dire ça en assez bref, c'est que j'étais pas là pour l'enterrement et j'ai pas eu l'opportunité de lui dire au revoir. Et ça m'a vraiment fendu le cœur et ça m'a vraiment marqué pour le reste de ma vie. J'aimerais être à la hauteur de ce qu'il aurait pu offrir aux autres. Donc en fait, ce que tu nous dis là, c'est que au cours de ta vie, de façon assez espacée sur le temps, il y a eu des événements marquants qui au final, c'est une interprétation de comptoir, hein, donc vraiment c'est vraiment purement personnel, mais tous ces événements-là, j'ai l'impression ils ont comme point commun de toucher beaucoup à l'estime de soi, au fait à sa valeur personnelle, tu vois, parce que l'histoire de la course que tu as gagnée sans la mériter, entre guillemets, bah, ça touche à tes capacités, à si tu taffes bien, si tu fais bien ton sport. Cette fille là qui est sortie avec toi par pitié, c'est juste atroce. Enfin, genre, j'ai jamais vécu un truc comme ça, mais genre, je vois à quel point ça peut faire mal, quoi, de vivre un truc comme ça. Et à nouveau, ça touche à ta valeur, quoi. Ouais, et puis exactement. là, avec ton papy, peut-être ça donne peut-être l'impression d'être quelqu'un qui ne fait pas assez bien ou pas. Qui n'est pas une bonne personne et tout, alors qu'en soi c'est pas vraiment le cas, tu vois. Non, mais c'est ce qu'on pourrait penser quand... Enfin, je sais pas si tu penses ça de toi, du coup. Non, pas vraiment, parce que c'est pas que j'ai choisi de pas lui dire au revoir, c'est que j'étais dans l'impossibilité de... Donc, je m'en veux pas vraiment, mais c'est juste que, voilà, c'était une personne qui était très proche de moi, j'aimais beaucoup, et j'aimerais, lui... on va dire, honorer sa mémoire en quelque sorte, en essayant de m'améliorer moi-même et en essayant d'être en meilleure santé. Mais pour revenir surtout avec cette histoire de course que j'ai gagnée malgré moi en quelque sorte, c'est surtout après je me suis beaucoup demandé, vu que moi je fais de la natation à un certain niveau, à un assez haut niveau, j'ai dû m'entraîner beaucoup quand même, c'était 10 heures d'entraînement par semaine. Et celui qui a gagné, je me suis dit, il doit au moins s'entraîner au moins que moi pour être à peu près au même niveau. Et ça m'a fait justement réfléchir qu'il s'est autant entraîné que moi, il a fourni autant d'efforts, même voire plus peut-être. Et après, il se retrouve sans médaille, sans récompense, alors que il l'a gagné en quelque sorte. Mais pour une erreur technique, il n'a rien. Et donc ça m'a fait beaucoup réfléchir justement à l'importance de l'effort. Si justement il n'y a pas tout qui colle ensemble, il y a des erreurs qui arrivent, peu importe les efforts que tu fais, tu arrives sans récompense. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir et c'est ça qui m'a aussi justement fait avoir cette peur de l'échec, même avant d'entreprendre quoi que ce soit. Parce que dans ma tête, il y avait toujours cette notion de peu importe si tu mets toutes tes tripes, etc., s'il n'y a pas tout qui colle, tu n'as aucune récompense. En fait, c'est comme si tu avais peur de perdre du temps, de l'énergie. Voilà, exactement. Tu t'investis et après, tu n'as pas ce que tu attends. Ouais, parce que du coup, avec cet événement, tu as réalisé que c'était possible. Voilà, exactement. Enfin, tu t'es rendu compte qu'en gros, méritocratie is bullshit. C'est pas vraiment ça, mais c'est plus compliqué que ça. Parce que, d'accord, ça fait partie du sport, justement, ces erreurs techniques. Mais voilà, il a juste pas assez fait attention. Là pour le coup, ouais, pour le coup, logiquement, c'est lui qui avait gagné. Voilà, exactement. Dans ma tête, c'est lui qui avait gagné. Moi, j'ai même à la fin de la course, quand on a reçu les médailles, je voulais lui la donner, la mienne. Je voulais pas, je refusais de l'accepter. J'ai beaucoup de peine à accepter ça. Et ouais, c'était vraiment marquant pour moi. C'est intéressant de voir comment des événements qui, d'un point de vue extérieur, paraissent anodins, ça peut vraiment marquer un tournant en fait dans plein de choses qu'on peut penser en tant qu'individu soi-même. Et ça me fait penser que moi, quand j'étais plus jeune, une de mes meilleures amies, elle m'a dit à un moment qu'elle avait une dépression, enfin qu'elle faisait une dépression, et à ce moment-là, moi, je ne connaissais vraiment rien. Et bon, c'est pas, je m'en veux pas parce que à ce moment-là, j'ai fait comme j'ai pu,
Mais disons que pour elle, ça a été très dur de vivre sa dépression avec l'entourage qu'elle avait, dont moi, parce qu'en fait, on comprenait pas la dépression. On n'était vraiment pas du tout informés sur le fait que c'était quelque chose de sérieux, que c'était vraiment une maladie, qu'il y a des personnes pour qui ça va très loin, que ça peut avoir des conséquences vraiment graves et puis que ça peut aller même jusqu'à la mort, puisque malheureusement, beaucoup de personnes qui en arrivent à mettre fin à leur jour, voilà, malheureusement souffraient de dépression, évidemment pas tous. Et en fait, ce moment-là était vraiment fort pour notre amitié parce que en fait, ça nous a complètement brisé. Mon incompréhension l'incompréhension que j'avais face à sa maladie, ça l'a vraiment brisé encore plus parce que nous, on était là à lui dire mais non, mais t'as un coup de mou, t'as juste un peu la flemme, c'est juste une mauvaise journée, ça va aller. Et en fait, on était vraiment dans une démarche de minimisation de ce qu'elle vivait. Et ça a empiré, je pense, son état. Donc maintenant, avec le recul, on en a rediscuté, c'est bon, c'est fini, voilà. Moi, j'ai compris entre-temps plein de choses que je savais pas et je voulais savoir si toi, tu as été confrontée déjà de ta propre part à cette incompréhension. Est-ce que toi-même, quand tu as commencé à sentir que ça allait pas, tu t'es dit non, mais c'est juste que voilà, je suis un peu nulle, je suis un peu fatiguée, tu vois ce que je veux dire? Alors oui, justement, je me suis fait beaucoup cette réflexion au début parce que j'avais pas envie de me considérer comme malade alors que techniquement j'allais bien, quoi. J'étais en forme, j'étais actif sportivement, j'avais des bonnes notes à l'école et pour moi c'était insensé de me dire que j'étais malade et que j'avais besoin d'aide pour quelque chose comme ça, que je pouvais juste, je sais pas moi, serrer les dents et passer de mauvais moments. Mais voilà, ça a été plus dur que ça en fait. Et ça m'a vraiment changé en tant que personne. Et ça m'a pris beaucoup plus de temps à remarquer parce que voilà, ça vient avec le recul, le fait de voir vraiment l'impact des événements sur soi-même. Et je pense que j'ai pu m'améliorer dans ces domaines-là parce que j'ai réussi un peu à me détacher du problème en soi et de mon impression, de l'impression que j'avais lorsque j'ai vécu ces événements. Et ça, je pense, c'est quelque chose d'important pour un peu moins être anxieux et moins avoir cette notion de stress et de moins se sentir refermé sur soi-même, de ne pas oser agir. C'est d'un peu plus se détacher et pas de s'imaginer qu'est-ce que tu pourrais avoir si tu te mets à faire des efforts, à passer je sais pas moi, à essayer d'accomplir ses objectifs, au lieu justement d'avoir que les résultats en tête. Il faudrait avoir vraiment le cheminement et faire attention à chaque détail, à chaque étape, voilà, que chaque étape soit le fait du mieux qu'on puisse. Et moi je pense que c'est cette notion de détachement qui m'a beaucoup aidé à mieux aller, là où justement j'étais... pour revenir justement à la situation avec mon grand-père, moi j'étais beaucoup attaché à lui parce que j'aimais beaucoup les temps qu'on passait ensemble, les repas de famille, etc. Il y avait toujours des choses sages à m'apprendre et c'était vraiment quelqu'un de très gentil. Il m'a vraiment appris à la gentillesse en quelque sorte. Et donc justement après ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à moins être attaché à ces événements et à ces situations qui vraiment me tenaient à cœur et que j'appréciais, et de me dire que voilà, la mort c'est quelque chose qui arrive et moi je suis juste heureux qu'il a eu une vie pleine et complète. Et bon, j'aurais voulu apprendre plus de lui, mais voilà, il m'a donné tout ce qu'il pouvait et je dois juste montrer de la gratitude et faire de mon mieux pour que ça continue à bien aller. Et laisser partir. Voilà, exact. Souvent les gens ils confondent cette idée d'être détaché et de ne rien ressentir, parce que c'est différent. D'être détaché, c'est arriver à la conclusion que voilà, c'est une partie de toi, mais c'est hors de ton influence, hors de ta capacité. C'est des choses qui arrivent. Il y en a qui diraient oui, c'est la fatalité, c'est le destin. Oui, c'est à peu près ça. Et il faut accepter qu'on n'a aucune part de responsabilité dans ce genre de choses et que les choses arrivent malgré nous dans certains cas. Et c'est pas juste un sentiment d'apathie là où peu importe ce qu'on fait ou ce qui nous arrive, ben voilà, on est juste parce qu'on pourrait croire que t'es juste indifférent, voilà, exactement. Alors non, ça me pèse toujours,
mais C'est c'est juste détaché, que... mais c'est pas que Voilà, tu t'en fous. exact, exact. Non, non, ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser que, sûrement que je l'ai fait aussi, mais en observant les personnes autour de moi vivre des choses dans le genre, c'est vrai que quand on a tendance à vouloir garder une forme de responsabilité dessus, c'est peut-être pour se rassurer, tu vois, de se dire, euh, si ça devait arriver, je saurais comment éviter, tu vois. Genre, un peu, Ouais, genre, j'ai un ouais, contrôle c'est sur la ça. situation, ok, d'accord, j'ai appris de mes erreurs et je pourrais le faire autrement, alors que des fois, en fait, juste comme tu as dit, c'est juste la vie, tu sais. Ouais, Genre, en voilà. fait, on peut juste rien faire. Et c'est important, je pense, de savoir trouver l'équilibre entre les trucs sur lesquels, oui, en effet, tu peux avoir une influence et puis ceux qui sont pas hors de ta portée. Sauf que c'est atroce de se dire ça. Et de devoir réaliser qu'il y a des trucs qui sont complètement hors de ta portée, ça implique le fait d'admettre que t'es une merde insignifiante à l'échelle de l'univers, un peu, tu vois. Oui, Enfin, c'est un peu pessimiste, mais c'est en soi, c'est exactement ça. C'est le, comment on dit, c'est le dilemme de l'être humain, c'est comparer son potentiel, enfin ce qu'on pourrait considérer comme infini, comme je sais pas, l'imagination, les trucs comme ça, à justement une vie finie, là où les choses meurent, les choses arrivent à un terme. Je pense que de nos jours, beaucoup de gens ont des difficultés à justement relier ces deux idées, là où ils voudraient faire plus alors qu'ils n'en ont pas la possibilité ou même les capacités. Et c'est difficile de se définir un rôle et en fait d'être orienté vers un objectif. Parce que moi je pense que c'est un moyen pour essayer d'en sortir de ce cercle vicieux d'émotions et d'idées noires. C'est justement de s'orienter vers un objectif et essayer de faire justement chaque étape correctement et du mieux qu'on peut. Et le simple fait de remarquer et de voir qu'on se rapproche de l'objectif qu'on s'est fixé, peu importe ce que c'est, ça offre déjà un peu de bonheur, un peu de plaisir. Mais je pense aussi ce qui est important, c'est de différencier le plaisir d'être heureux. Parce que de nos jours, on dit beaucoup, oui, ben voilà, il faut être heureux ou il faut voilà, être dans cet état de bonheur. Et moi, je pense qu'il y a une grosse distinction entre le fait d'avoir du plaisir et être heureux. C'est pas, pour moi, être heureux, c'est justement sur le long terme, où c'est quelque chose qui va être essayé d'être cultivé pour rester en quelque sorte, tandis que le plaisir, je vois plus ça comme la gratification instantanée, ou vraiment du plaisir à court terme. Et d'accord, les notions ne sont pas totalement dissociées, parce que pour être heureux, il faut savoir se faire plaisir, mais il ne faut pas confondre les deux, je pense, à mon avis. Et un bon exemple je sais pas, moi je suis très fan de l'Antiquité. Pour un bon exemple, il me semble, c'est Platon qui a fait, en parlant des vertus, qui a la bonne ligne du milieu, là où il ne faut pas être dans un extrême ou dans l'autre, pour justement accéder au bonheur. Et moi, j'aime beaucoup cette notion-là. Parce que du coup, tu t'imagines cette ligne un peu comme genre les fondations de ta vie, quoi, genre ce qui fait ton quotidien. Et après, tu as les plaisirs et les douleurs. Oui, enfin, après, les plaisirs et les douleurs, ils naissent de comment on agit, comment on décide d'agir, et on décide d'agir suivant nos valeurs. Ouais, donc, si par exemple, on a des valeurs qui sont plus tournées vers les vertus, ben voilà, mais il ne faut pas aller dans l'extrême des vertus, parce que si par exemple tu es trop généreux ou tu es trop gentil, ben les gens peuvent prendre avantage de toi, et c'est pas forcément bien. C'est pas forcément ça qui va te rendre heureux. Et si tu as des valeurs qui sont plus tournées vers les vices, ben là il peut t'arriver d'autres choses qui sont pas forcément bien non plus. Et je pense qu'il y a ce bon équilibre à avoir entre les deux pour justement arriver à trouver le bonheur et être heureux. Enfin, le bonheur comme il considère dans le monde des idées. Voilà. Et du coup, est-ce qu'à un moment donné, quand tu as commencé à sentir que ton état était pesant et que c'était pas quelque chose entre guillemets de normal de se sentir comme ça, puisque forcément tu vois qu'il y a un décalage entre quand tu vas bien et quand tu es dans cet état, est-ce que tu as cherché de l'aide ou tu as trouvé un moyen concret qui te permettait vraiment d'avancer en fait pour aller mieux? Alors, j'ai pas cherché de l'aide professionnelle, j'ai jamais vu un psychiatre ou un psychologue, parce que je me suis toujours dit, tant que je ne passe pas à l'acte, tant que je me
voilà, tant que je, comment dire, tant que je me blesse pas moi-même volontairement, j'ai pas vraiment besoin d'aide, j'arrive encore à tenir le coup. Et surtout, des sujets qui m'ont beaucoup aidé pour essayer de résoudre le problème, c'était simplement la philosophie. Et par exemple, il y a non, il y a certains professeurs d'université qui mettent, par exemple, ils filment leurs cours et après ils les mettent en ligne. Et ben, je conseille des cours de sociologie ou de psychologie, vraiment de psychologie du développement aussi, qui est assez intéressant. Et ça aussi, ça m'a permis d'avoir une meilleure idée, de mieux comprendre pourquoi les choses sont passées comme ça, de mon point de vue, et pas forcément du point de vue de tout le monde, parce que oui, si on regarde d'un point de vue extérieur, moi j'allais très bien. J'ai aucune raison valable en quelque sorte, même si c'est pas bien de dire ça, d'être dépressif, mais voilà, ça arrive. Et ben, je pense aussi un autre exemple, c'est simplement se tourner un peu vers la spiritualité. Même moi, si je suis justement, je suis beaucoup plus dans l'approche scientifique des choses, j'aime bien avoir des preuves tangibles. J'ai aussi appris grâce à ces différents cours que j'ai regardés, grâce à un petit peu plus de livres de philo que j'ai lus, l'importance justement pas de ces dogmes, mais l'importance de la religion dans la société, que ça donne une sorte de certaines bases pour justement essayer de résoudre ces problèmes qui sont juste de l'esprit. Si on regarde d'un point de vue, je sais pas moi, plus basique pour la vie, j'ai à peu près tout ce dont j'ai besoin. J'ai un logis, j'ai des vêtements, j'ai à manger, voilà, j'ai l'accès aux soins, je suis en sécurité, voilà, j'ai une appartenance sociale, une appartenance à la famille, etc. Et par contre, je suis toujours malheureux. Ou je suis toujours, voilà, je suis pas, j'ai tout ce que je devrais avoir besoin pour survivre et pour vivre, mais j'arrive pas, j'ai pas envie d'eux en fait. Et ça, c'est exactement un peu l'histoire de Bouddha, parce que voilà, il est né dans la royauté, il est prince à la base, et voilà, il s'ennuie, il est malheureux. Et justement, c'est cette idée de justement résoudre ce problème, même si on a tout ce dont on a besoin pour vivre. Ça ne veut pas forcément dire qu'on... Alors, si on a tout voilà, exactement, si on a tout ce qu'on a besoin de manière matérialiste, enfin, tous les besoins en quelque sorte sont remplis, ben, il y a un dernier besoin qui doit être rempli, et c'est justement le fait de se réaliser soi-même. Ça, c'est le terme utilisé dans la pyramide de Maslow, le dernier étage. Et ça, c'est justement un travail très difficile, parce que ça prend des années, c'est un travail d'introspection, il y a des exercices différents à faire, et je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui font ce travail de manière assez rigoureuse. Et c'est juste ce voyage de Bouddha pour arriver au nirvana, justement. C'est ce voyage que j'essaye d'entreprendre en ce moment. Ça t'inspire en fait du coup aussi la philosophie, ouais. C'est hyper intéressant. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait que toi, il y a un domaine dans lequel tu as pu cultiver justement un trait qui est important pour toi, qui est le trait intellectuel, réflexif, tout ça. Et je pense que justement on a tendance à oublier le fait qu'il y a tellement un champ riche et diversifié de divers domaines dans lesquels chacun peut trouver son compte en fait. Parce que peut-être qu'il y a d'autres gens qui se sentiraient dans ton état et qui ne sont pas du tout du genre à vouloir être dans des réflexions philosophiques ou ce genre de trucs, mais peut-être qu'ils vont avoir besoin de quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus physique peut-être, ou plus dans le créatif, dans l'art, ça peut être plein de choses. Et je trouve ça intéressant de voir que toi, tu as puisé tes ressources là, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, du coup, il faut voir un psy, il faut voir un médecin, etc. Ce qui peut être en effet une très bonne chose. Et j'imagine qu'il n'est jamais une mauvaise idée. Oui, bien sûr. Mais c'est pas la seule option pour essayer de... Voilà, bon, après, c'est pas la plus facile non plus. Quoi. Bien sûr. Parce que c'est pas juste prendre un livre et lire sans faire vraiment attention. Voilà, il faut vraiment essayer de lire entre les lignes, il faut un peu... Il faut y aller avec une intention. Voilà, exactement. Après chaque chapitre, faire des résumés, ça aide à mieux comprendre justement, et c'est un travail qu'il faut faire. Mais pour justement revenir à ce problème
d'avoir cette idée préconçue de voilà, tu as tout ce que tu as besoin, mais enfin, tu as tout ce que tu as besoin, tu devrais voilà, être heureux dans ta vie, bah, c'est justement ça, c'est pas vrai en soi. Il faut un peu plus que ça, et je pense que ça en revient à ce que j'avais dit avant, le fait d'être orienté vers un objectif, orienté dans une direction quelconque, justement, comme tu avais dit, de puiser justement ses ressources dans l'art, le fait de s'exprimer de manière artistique ou, je sais pas moi, de faire des activités physiques ou d'interagir avec des gens. Justement, c'est exactement ça, il faut être orienté vers quelque chose pour qu'il y ait du changement et pour se décider d'agir en fait. Tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu étais anxieux. Ouais. Est-ce que tu fais la différence entre l'état dépressif et l'état anxieux, ou pour toi c'est un méli-mélo de plein de trucs nuls qui font que tu te sens comme ça? Justement, c'est un peu une soupe, une bouillabaisse de toutes ces émotions négatives, mais principalement c'est l'anxiété pour moi. Justement, c'est ce qui m'empêche d'agir souvent, parce que voilà, je me demande ouais, si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver, comment est-ce que je dois agir de manière le plus juste, etc. Puis à force d'anticiper, tu fais Voilà, rien. exactement. Et à force d'anticiper, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de scénarios là où en fait ton influence sera plus négative que positive et tu te dis je vais pas agir. Mais justement, moi je pense que pour régler ce problème, il faudrait. C'est difficile à faire justement pour moi qui est une personne déjà anxieuse, il faut juste arrêter de s'imaginer tous ces scénarios, justement parce que quand on s'imagine ces scénarios, c'est qu'on est déjà attaché au résultat de la situation et pas au fait d'agir pour que ça aille mieux. Et donc, à mon avis, la meilleure chose à faire, ce serait d'agir, même si c'est par exemple, on se rend compte après que voilà, si par exemple à mi-chemin de ce que tu vas faire, tu te rends compte que non, en fait, c'est pas nécessaire et que c'est contre-productif. Ça, je vois ça comme plus bénéfique que juste de rester dans son coin et de ne pas avoir agi, parce que quand tu te mets en action et quand justement tu t'impliques toi-même, même si ça n'a pas les résultats que tu voulais, même si tu n'as pas atteint ce que tu voulais, au moins tu as appris pourquoi tu l'as fait, parce que c'était vraiment d'un point de départ là où tu n'es pas bien dans ta tête, là où tu es stressé, etc. Et après tu apprends à faire des choix un peu plus réfléchis, et peut-être que la prochaine fois quand tu agiras, ben, tu feras la bonne décision et tu agiras pour atteindre les objectifs que tu voulais. Et c'est ça qui, ouais, je trouve, c'est ça qui m'a permis d'un peu de moins rester immobilisé ou un peu handicapé, parasité par justement la peur d'échouer ou la peur de pas faire assez bien. On revient justement à l'anxiété. Parce que en fait, moi du coup c'est des sujets depuis que voilà, il y a eu cet événement avec mon ami sur la dépression, tout ça, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout ce qui est de l'ordre de la santé mentale et tout progressivement. Et après moi-même en ayant consulté et tout, je me suis rendu compte qu'aussi il y avait des trucs sur lesquels j'étais pas tout à fait bien. Et j'avais justement appris à bien faire la différence entre la dépression et l'anxiété. Parce que à l'époque, quand je connaissais pas bien ces sujets-là, en fait, j'avais tendance à me dire en fait quand tu vas mal, t'es dépressif, alors que non. Et j'ai compris que moi, j'étais pas dépressive, mais que j'étais anxieuse. Et le fait est qu'il y a des gens qui cumulent les deux, en fait, qui vont soit développer une dépression à cause de leur anxiété, soit en fait développer une forte anxiété de par une dépression naissante. Et en fait, c'est un méga cercle vicieux parce qu'en fait, ton anxiété fait que tu vas du coup être dans des situations d'échec et de sale estime de toi, etc. Et donc ça va accentuer ta dépression qui va encore plus te créer des pensées anxiogènes. Mais pour ce qui est de l'activité physique, moi en fait ça m'a permis justement de plus me développer dans ce point de vue-là. Ça m'a permis d'être un peu plus empathique, ça m'a permis d'être un peu plus... d'avoir moins d'idées préconçues et d'être un peu moins, comment on va dire, un peu moins refermé sur mes idées, parce que je suis une personne aussi assez têtue, enfin j'étais beaucoup plus têtue avant, maintenant j'espère que je me suis un peu amélioré, mais ça m'a permis justement d'être un peu plus ouvert d'esprit, un peu moins, comment on va dire, oui, renfermé sur moi-même en quelque sorte. Mais justement le fait de perdre cette rigueur et cette discipline qu'il faut avoir, ça a un peu aussi réduit ma confiance en moi, parce que justement j'avais plus cette preuve que j'étais capable d'avoir des résultats, de faire des performances, et j'étais juste dans cette sorte de nébuleuse là où je suis pas vraiment sûr de quoi que ce soit, et
un peu, c'est justement là où je me suis beaucoup posé la question, ben, qui suis-je en fait? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis censé faire? Et ça m'a pris du temps et ça m'a pris beaucoup d'efforts pour essayer de répondre à cette question. Mais voilà, je pense que je n'ai pas vraiment la réponse maintenant, mais... Mais c'est l'éternelle question de tout le Voilà, monde. exactement. À chaque fois, t'en fais des mises à jour de ah, je crois que j'ai trouvé pourquoi je suis là. Et après, quelques années plus tard, en fait, non, c'est de la merde, je crois que je suis pas là pour ça. Et faire des sortes de mises à jour tout le temps de quel sens on veut donner à notre existence, et c'est compliqué. Parce que quand on te dit que tous les sens sont possibles, puisque aucun d'entre eux n'a d'importance, au final, aucun n'est juste, aucun n'est faux, bah t'as un peu deux routes. Soit tu te dis tout a du sens, c'est génial, ou rien n'en a, c'est de la merde. Et c'est pour ça que justement, moi j'ai. Enfin, justement, ce manque de structure, ça m'a permis un peu plus de faire des recherches un peu spirituelles sur moi-même. Et c'est là où j'ai remarqué l'importance de tout ce qui était religion ou structure un peu comme morale. ça. Pas vraiment d'un point de vue moral, mais juste c'est donner une certaine base pour la spiritualité en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui manque, et justement je pense que c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes, c'est le nihilisme. Là où les gens, voilà, ils croient en rien, ils disent voilà, la vie n'a pas de sens, t'es pas là pour, t'es là pour aucune raison en fait. T'es le fruit du hasard. Voilà, exactement. Si, par rapport à l'univers, t'es même pas la plus petite fourmi qui existe. Donc c'est très facile et en quelque sorte c'est très attrayant cette approche-là. Là où tu te dis, voilà, peu importe ce que je fais, le monde va pas changer en soi, le reste de l'univers, on en a rien à foutre de moi. Mais le problème, c'est que justement, tu te retrouves dans ces situations là où tu n'as pas de repères, tu sais pas où tu dois aller ni qu'est-ce que tu dois faire, parce que voilà, si rien n'a du sens, à quoi bon se réveiller? Voilà, exactement, pourquoi sortir du lit? Voilà, déjà, pourquoi même être dans un lit? Pourquoi rester là déjà? Exactement. Et ça, partir tout de suite. Ça, c'est une question qui m'a torturé pendant des années. Moi, j'avais justement, je pense que tu es dans un état d'humeur dépressive. En gros, voilà, quand tu vas pas bien, c'est voilà, t'as même pas tu trouves des difficultés à sortir du lit même. Tu vois pas de bonne raison, tu vois pas de sens à pourquoi tu devrais sortir du lit, alors que tu pourrais rester dans ton lit, regarder ce que tu veux sur ton attel, voilà, juste te reposer, parce que voilà, si la vie n'a pas de sens, autant se faire plaisir. Et c'est cette idée, cette approche qui justement enlève toute responsabilité à chaque individu, qui est très alléchante et très attrayante, mais je pense pas qu'il y ait c'est pas assez pour survivre, c'est pas une explication suffisante pour que les gens aillent bien. Quand tu te dis structure, du coup tu parles ici de comprendre quelles sont les valeurs importantes pour nous par exemple, voilà, et de construire notre philosophie autour de ces valeurs. Voilà, exactement. C'est marrant parce que on parle souvent de ça, des valeurs, des bonnes valeurs, des mauvaises valeurs, etc. Mais c'est vrai que quand tu poses la question à quelqu'un, c'est quoi tes valeurs, c'est difficile de répondre. C'est vrai qu'on n'a pas tous vraiment fait la démarche de réfléchir quelles sont les valeurs importantes pour moi. Moi je me souviens que du coup j'ai fait cet exercice il n'y a pas si longtemps en fait, ça devait être il y a moins de 2 ans, où à nouveau dans des contextes voilà, où ça allait pas, où je me posais un peu des questions similaires et tout. Une des solutions qui m'a été proposée a été de me donner une liste en fait. Et on m'a dit voilà, regarde, il y a toutes ces valeurs qui existent dans le monde, quelles sont celles qui sont importantes pour toi en fait. Et là tu vas déjà commencer à trouver un petit peu vers quelle direction tu vas. Parce que si par exemple tes valeurs c'est le succès, la richesse, la carrière, ce genre de trucs, tu vas pas entreprendre les mêmes démarches que si tes valeurs c'est l'humilité, la sobriété, la modestie, le minimalisme. Pareil, c'est très cliché mais voilà. Et ça c'est déjà c'est simple à faire en vrai, de juste regarder une liste tu vois, et de se dire c'est quoi qui m'intéresse là-dedans. Et c'est tout con, mais moi je sais que ça m'a marqué ce moment, parce que c'est comme si j'étais en train de dire ah ok, donc Caro en fait ça ressemble à ça à l'intérieur dans sa tête, tu vois. Et j'imagine que c'est quelque chose que si on ne le fait pas, genre tôt ou tard on est un peu dépassé, parce que on se retrouve voilà, à se demander mais qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je fais, pourquoi. Et une fois que tu sais quelle est la grosse artère que tu suis, c'est plus simple. Donc voilà, enfin, c'est pour ça que quand tu parlais de structure, je me suis demandé si c'était les valeurs ou autre chose. Voilà, mais... moi je suis un fan de Nietzsche pour ce qu'il a écrit. Enfin voilà, j'aime beaucoup son approche et sa philosophie par rapport à la vie. Et il a dit que voilà, pour s'élever dans l'état de super-homme, il faut
se construire ses propres valeurs et que c'est un exercice, ça va être le plus grand défi pour l'humanité lors du 20e et à partir du 20e siècle. Et moi je suis d'accord avec cette idée qu'il ne faut pas se baser sur des idées préconçues, qu'il ne faut pas se conformer à une idéologie ou voilà, avoir des idées réductrices, avoir des idées réductrices ou quoi que ce soit. Il faut vraiment trouver ce qui nous plaît au fond de nous, c'est vraiment ce qui nous donne une identité en quelque sorte. Et je pense que après, dans le débat, est-ce que des valeurs sont bonnes, sont mauvaises, moi je pense que la question n'est même pas à se poser. Mais dans l'absolu, non, en fait. Il n'y a pas de réponse, en fait, dans l'absolu. Enfin oui, bien sûr qu'il y a une réponse, tu peux regarder d'un point de vue de la loi. Si non, oui, mais moi je te dis dans l'absolu. Oui, ok. mais moi je pense déjà que avoir des valeurs, c'est plus important que quelqu'un qui en a aucune. Alors voilà, on peut avoir des valeurs, c'est la force au-dessus de tout, donc peut-être il va se dire ouais, le crime c'est pas si mal que ça en fait. Alors voilà, ça se discute, d'accord, mais c'est plus personnel, c'est dans le contexte, c'est pour chaque personne c'est différent. Mais justement avoir une structure de valeurs c'est important. Et moi aussi c'est quelque chose qui m'a pris du temps à un peu plus développer parce que avant que je change d'orientation scolaire, moi je voulais faire professeur, mais justement je m'étais jamais vraiment posé la question pourquoi je voulais devenir professeur. Je me suis mis ça dans le crâne quand j'étais petit, et en fait j'ai réalisé que je voulais devenir professeur c'était naissant, enfin cette idée est venue d'un sentiment de culpabilité. Ah ouais? Ouais. Et ça m'a pris beaucoup de temps à réaliser. Voilà, c'est quelque chose qui m'a torturé assez longtemps. Et je me suis rendu compte que non, en fait, j'aimerais pas définir ma vie, enfin définir ce que je vais faire pendant les 3/4 de mon existence par un sentiment de culpabilité. C'est pas quelque chose que je souhaite, et c'est quelque chose que je souhaite à personne. Mais moi, je pensais que c'était pas la voie la plus saine à suivre. Et là, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Qu'est-ce que je veux devenir? Et tu veux devenir quoi? Moi? Non, l'autre là-bas. Bah c'est... Comment dire? Je sais pas, on va dire quelqu'un de décent. Voilà. De décent. Voilà. Mais t'as pas encore de place concrète dans ta tête où tu vas atterrir quoi? Moi j'en ai pas non plus. Hein. Oui, oui, j'ai une place concrète, quelque chose qui me ferait plaisir, ce serait être à l'image de mon grand-père. C'est une personne qui t'inspire beaucoup. Ouais, une personne qui est vraiment haute dans mon mérite et que t'estimes beaucoup. Dans mon estime, exactement. Intéressant. Et du coup aujourd'hui comment tu te sens? Ben beaucoup mieux. Vraiment c'est pas plaisant comme parcours, c'est difficile, mais ça vaut la peine. Maintenant, j'ai beaucoup moins ces crises d'anxiété, là où vraiment j'ai pas envie de bouger, j'ai juste envie de rester dans mon coin, vraiment à avoir aucun contact. Je suis beaucoup plus motivé à faire ce que j'ai envie de faire. C'est la première fois depuis justement assez longtemps que je suis motivé à travailler pour les cours. Genre tu sens l'intention. Voilà, exactement. C'est pas juste je dois bosser pour les cours pour avoir la moyenne ou pour avoir des notes. C'est vraiment j'ai envie de faire quelque chose de bien. J'ai envie de faire une performance. Comme quand je faisais de la natation, là où tu t'entraînes. Voilà, exactement. Je m'entraîne pour faire des performances, pas pour remplir des quotas ou des minima. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait manqué. Et je remarque à quel point ça m'avait manqué en fait, parce qu'avant j'étais tellement sûr de moi dans ce point de vue que voilà, ça n'a pas de sens, je devrais être totalement détaché de tout ça, je devrais plus me concentrer vers ma vie spirituelle. Non, c'est pas vraiment ça, parce qu'il faut avoir du concret, parce que on est des êtres qui ont des sens, on est pourvus de sens, et c'est pour les utiliser. Et on peut pas juste se dire voilà, moi je vais que me vivre dans ma tête, le reste... c'est pour les barbares, c'est pour les gueux sans spiritualité. Alors non, ça c'est justement aussi une approche que j'avais avant et dont je me suis heureusement séparé et qui me permet d'être plus heureux dans ma vie. Justement, ça me fait rire parce que
C'est surtout en rapport avec l'orgueil et la perception de soi. Et j'avais entendu ça d'un psychiatre de Harvard qui avait dit il y a deux différentes formes d'orgueil selon lui. Il y a justement les gens qui sont orgueilleux, voilà, comme la définition du terme l'implique. Et il y en a, ils sont orgueilleux dans le sens là où ils prétendent qu'ils n'ont pas d'attache à la vie réelle. C'est ceux qui sont orgueilleux du fait qu'ils n'ont pas d'ego, voilà. Donc en fait, en quelque sorte, ils sont juste détachés de la vie physique et ils se considèrent voilà, des éminences spirituelles. Ouais, genre, et ça, voilà, je suis une incarnation divine voilà, qui se nourrit de lumière. Exactement. Et ces personnes-là prétendent ne pas avoir d'orgueil parce que voilà, selon eux, ils n'ont pas d'ego, donc ils n'ont pas de personne en soi. Mais du coup, c'est de l'orgueil. Voilà, bah, c'est de l'orgueil dans le sens où après, ils regardent les gens d'un air hautain un peu. Et méprisant, voilà, exactement. Et c'est pas ce qu'il y a de plus judicieux à mon avis. C'est comme le nihilisme, c'est attrayant mais c'est pas judicieux. Merci beaucoup Léo d'être venu, ça m'a fait très plaisir de t'entendre et je suis contente de savoir que ça va mieux. C'est cool. Et du coup, s'il y a des personnes chez qui ça fait écho et qui veulent partager un récit ou témoigner ou voilà, envoyer un message à Léo, et fais-le dans les commentaires, dans la bienveillance et le respect comme toujours. Et puis voilà, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, bisous.